Bonsoir et bienvenue sur Agora Côte d'Azur pour le magazine Un café et l'audition, proposé par Evaleco, le magazine du développement durable et de l'économie solidaire. Ce soir, nous allons parler d'écomobilité et avec moi pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Florent de l'association Choisir le vélo de l'Ouest des Alpes-Maritimes. Bonsoir Florent. Bonsoir. Et bien sûr les jeunes volontaires en service civique dans l'association Evaleco, association d'éducation populaire au développement durable et à la transition énergétique et écologique. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bonsoir Léa. Bonsoir. Alors, écomobilité, déjà, de quoi on parle ? Eh bien, on parle de la mobilité qui fait appel à des moyens de déplacement peu gourmands en énergie si l'on rapporte le nombre d'usagers à la quantité d'énergie consommée pour un mode de transport. Ok, donc si je comprends bien, l'écomobilité, ça correspond aux mobilités actives, la marche, le vélo, mais aussi tout ce qui est transport en commun. Oui, voilà, quand on prend le train, on peut dire que c'est de l'écomobilité parce que si on rapporte l'énergie consommée au nombre de personnes qui sont dans le train, en comparaison avec la voiture, voilà, c'est peu d'énergie. Mais, en fait, cette définition, donc on s'intéresse à l'énergie, mais on pourrait ajouter aussi la question de l'infrastructure parce que dans l'écologie, on ne va pas seulement s'intéresser à l'énergie consommée, mais il y a aussi tout ce qu'on construit en fait pour faire avancer le train ou le tramway qui rentre en compte. Là, si on construit un énorme tunnel et qu'on fore des tonnes et des tonnes de roches, ça a un impact écologique. Ouais, et si on a choisi de vous parler de l'écomobilité ce soir, c'est parce que c'est bien un sujet qui a une place prépondérante dans notre société. On est tous amenés à se déplacer tous les jours. Ah oui, la mobilité, c'est presque devenu une injonction en fait. Se déplacer, c'est associé à une valeur positive. Plus on se déplace, plus on est quelqu'un d'actif dans la société, quelqu'un qui a une importance sociale. Voilà, c'est comme tu dis, ça définit une place, mais on sait très bien qu'il n'existe et il n'existera aucune source d'énergie ou de vecteur énergétique sur la planète pour permettre à l'ensemble de l'humanité d'avoir la mobilité moyenne d'un Européen. Voilà, on a une partie de la population qui se déplace de plus en plus, et de l'autre côté, on a des gens qui sont toujours dans une mobilité, on va dire, réduite. Et il y a un écrivain qui travaille beaucoup sur les low-tech, donc les technologies peu consommatrices, et qui dit « Il n'existe et n'existera aucune source d'énergie ou de vecteur énergétique permettant d'offrir à l'ensemble de l'humanité la mobilité moyenne d'un Européen. » Donc la question c'est comment repenser les déplacements pour s'inscrire dans une consommation plus raisonnable de l'énergie, pour limiter les émissions, les pollutions, etc. Et pour ça, on a notamment les mobilités actives. Alors Florent, j'ai une question pour toi. Tu fais partie donc de l'association Choisir Vélo à Grasse. Qu'est-ce que vous faites dans cet asso pour le vélo ? Alors Choisir Vélo, c'est une association qui vise à promouvoir l'usage du vélo au quotidien. Donc, c'est-à-dire que plutôt que d'aller prendre la voiture pour aller chercher son pain, pour aller à l'école, pour aller au collège, pour aller au travail, nous, on va encourager et on va aider les citoyens à prendre un vélo plutôt que de faire ce trajet en voiture. Ok, et donc comment est né l'asso ? Comment vous est venue cette idée donc de promotion ? Qu'est-ce qui a été déclencheur en fait dans la formation de cette association ? En fait, le mouvement vient des citoyens. Ce sont les citoyens qui ont besoin de se déplacer autrement. Aujourd'hui, vous faites un trajet en voiture, où que vous alliez, il faut compter au moins une demi-heure, parce qu'il y aura des bouchons, parce qu'il faut aller se garer à tel endroit, il faut compter le prix du parking, éventuellement le prix du péage. Et ça, les citoyens, aujourd'hui, ils ont envie d'une mobilité plus simple. Les transports en commun, c'est une des solutions. C'est compliqué parce que c'est beaucoup plus rigide. Il faut avoir un horaire, il faut respecter, peut-être qu'il y a des correspondances. Le vélo apporte la simplicité et la flexibilité d'un trajet en voiture, avec en plus la facilité et on évite aussi les embouteillages. Ok, et donc est-ce que tu fais partie de l'association depuis quelques temps ? Est-ce que tu as vu un changement en fait dans la pratique des usagers depuis que tu as rejoint cette association, ou même avant en tant que simple citoyen, dans la pratique des usagers vers le vélo ? Est-ce que les gens se tournent plus vers le vélo maintenant qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans ? Oui, ça on le voit au quotidien. Quand on se déplace, on voit dans les villes, dans les rues, il y a plus de gens à vélo. On voit toutes les catégories de population qui se déplacent à vélo. On voit tous les âges aussi de population, ça c'est très important. Si on arrive à voir des enfants et des personnes âgées à vélo, c'est que la ville va dans le bon sens. Et ça, on le voit dans certaines villes des Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, il y a des municipalités, il y a des agglomérations qui sont moteurs dans les démarches pour encourager les citoyens à se déplacer à vélo.
Ouais, et donc choisir est une espèce de catalyseur de l'énergie des citoyens pour orienter les municipalités. Je sais que vous avez aussi un atelier participatif donc à Grasse. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, il est situé juste en dessous de la gare de Grasse. Donc l'idée de l'atelier participatif, c'est d'inviter les citoyens à venir à l'atelier pour apprendre à réparer leur vélo. Parce que un vélo qui a les roues crevées, c'est un vélo qui ne roulera pas. Et en fait, réparer une roue, on apprend ça en 5 minutes et après on sait faire et après le vélo est en état de rouler. Donc nous, on va aider les adhérents, à entretenir leur vélo, à faire des petites réparations. On va pas s'occuper des grosses réparations où là on va dire aux adhérents, écoutez, nous on n'est pas capable de faire ça, on va les diriger vers les vélocistes, vers les professionnels. Mais la plupart de l'entretien d'un vélo est facilement faisable et très facile à apprendre. Mais du coup, tu dis donc tu observes une évolution de la pratique du vélo dans le département en France et c'est très bien, mais moi j'ai vu des chiffres, on est encore à seulement 1,3% des actifs qui se rendent en vélo au travail dans les Alpes-Maritimes. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour augmenter cette part de personnes qui utilisent donc le vélo dans leur trajet quotidien ? Alors, la plus grosse attente, on a eu une enquête lors des assises de la mobilité l'automne dernier, une grosse enquête de l'association nationale qui a montré que 80% des Français attendent de meilleurs aménagements. Donc, ils veulent plus de sécurité pour se déplacer à vélo et pour ça, ils veulent des pistes cyclables. Donc, la solution, elle passe par là. Maintenant, ça, ce sont des aménagements qui sont coûteux et nous, Choisir Vélo, là où on intervient, c'est auprès des municipalités, auprès des agglomérations, pour les aider en fait à faire des petits investissements qui vont sécuriser des passages qui sont difficiles aujourd'hui. Et c'est en sécurisant les passages les plus délicats qu'on va voir plus de gens à vélo. Parce qu'en fait, il y aura une certaine population de gens pour qui ça suffira pour se mettre en selle. Une fois qu'on aura plus de gens à vélo, on aura plus de monde pour dire on a besoin de plus d'aménagement vélo. Alors moi, l'argument que j'entends aussi souvent des gens qui sont un peu réfractaires au vélo, c'est par exemple à Grasse. Vous vous rendez pas compte, moi je travaille au plan de Grasse, je dois monter au centre-ville tous les soirs, c'est infaisable. Qu'est-ce qu'on a comme solution ? Oui, alors ça, on peut pas y couper. Le dénivelé, il est là. Par contre, on a maintenant un énorme allié, c'est le vélo à assistance électrique. Depuis à peu près 4-5 ans, maintenant les vélos à assistance électrique sont très fiables, coûtent un certain budget à l'achat, mais il faut savoir qu'ensuite, ça coûte quasiment rien à l'entretien. Donc, si un vélo, on considère son amortissement sur 5 ans, un vélo on va acheter un bon vélo pour qu'on puisse rouler tous les jours, on va compter 2 000 €. Ça veut dire qu'avec l'entretien, on va à peu près avoir un véhicule qui coûte 500 € par an. À titre de comparaison, une voiture, c'est de l'ordre je crois que c'est une Clio, de l'ordre de 4 000 € par an, tout compris. Et c'est pas une association cycliste qui le dit, c'est l'Automobile Club de France. L'Automobile Club de France dit qu'une Clio coûte 4 000 € par an. Donc un vélo assistance électrique qui peut paraître cher le jour où on va au magasin acheter et lâcher ces 2 000 €, en réalité, on va gagner des sous à partir du moment où on l'a acheté. Merci Florent, je vous propose une petite pause musicale de circonstance. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Agora Côte d'Azur pour votre magazine Un Café l'Audition proposé par l'association Evaleco. On était en train de parler de l'écomobilité et notamment des mobilités actives avec le vélo pour se déplacer. Mais il existe d'autres mobilités actives. Est-ce que tu as des exemples, Léa ? Oui, alors très classiquement, on va reprendre la marche à pied. Mais l'idée, c'est comment est-ce que on augmente les trajets qui sont faits à pied. On a une innovation qui date déjà d'une dizaine d'années qui s'appelle le pédibus. Alors c'est quoi le pédibus ou le ramassage scolaire à pied ? C'est un système d'organisation qui permet de mutualiser les forces vives des parents pour accompagner les enfants à l'école, à pied et non plus en voiture. Oui, parce qu'en fait, ce que disent souvent les gens, c'est je prends la voiture parce que il faut emmener les enfants à l'école, etc. Voilà, et ils font des trajets de 1 km, 1,5 km, pas forcément dans le sens où ils vont partir après pour aller travailler. Donc ils sortent la voiture pour faire 1,5 km, alors qu'ils pourraient le faire autrement. Et donc là, c'est dans les endroits où il n'y a pas de bus scolaire, on définit un itinéraire avec des arrêts. Et chaque matin, il y a un groupe de parents différents qui va récupérer les enfants des autres et qui les amène à l'école avec les gilets de sécurité et tout.
Ouais, donc des initiatives finalement assez faciles à mettre en place, il suffit que quelques parents d'élèves se motivent en fait. Bah voilà, le pédibus c'est ou organisé entre parents d'élèves ou ça peut être soutenu par la commune, la collectivité, donc organisé de manière très officielle. Et tu as d'autres exemples donc d'initiatives qui vont dans ce sens? Eh ben oui, en fait on a le même principe qui se décline avec le vélo, c'est le vélobus. Donc ça ressemble à un petit bus sans toit où chaque passager est assis sur une selle et a des pédales pour avancer. Et donc chaque matin, les enfants, ils commencent la journée en faisant un peu de sport. Ils apprennent à pédaler ensemble, à se dire que voilà, ils participent à un effort collectif. Donc c'est un vrai travail d'équipe qui me semble intéressant. Puis c'est un côté sympa. C'est un côté sympa, oui. Et donc on a le premier vélobus en France, en Normandie, sur la commune de Louviers, qui est financé par la communauté d'agglomération. Et donc il y a 9 enfants et un conducteur. Il y a une assistance électrique, une marche arrière, et voilà. Et tout ça donc sans énergie fossile. Sans énergie, oui. Parce que bon, comme le disait Florent, marcher et faire du vélo, c'est bien beau, tout le monde en a envie. Mais s'il n'y a pas de piste cyclable, s'il n'y a pas de trottoir, et tout de suite la motivation, elle tombe. Et donc toute la question, c'est de penser la mobilité avec l'aménagement du territoire. Donc d'une part, en essayant de multiplier les chemins piétons, les pistes cyclables, et d'autre part, en réfléchissant à la forme de la ville véritablement et son lien avec les mobilités. C'est-à-dire que quand vous êtes en ville dense, les mobilités ne sont pas les mêmes qu'en milieu périurbain. En ville dense, vous avez l'avantage de la proximité. Donc on peut aller acheter du pain, faire ses courses à pied, on ne se pose pas la question. Alors que quand on est en banlieue, en périurbain, tout de suite, quand on doit faire 2 kilomètres, on va prendre la voiture. Oui, parce qu'on entend souvent que les réfractaires au vélo disent souvent que le vélo, de toute façon, c'est un truc de bobo pour qui habitent en centre-ville. Bon, Florent vient de nous montrer le contraire avec l'association Choisir, mais donc il faut évidemment que les villes s'adaptent. Oui, il faut réfléchir, ne pas déconnecter la mobilité de la forme urbaine. Et on a une hypothèse qui a été avancée par des géographes qui s'appelle l'effet barbecue. Donc ça consisterait à dire que l'habitant de ville-centre, lui, il consomme peu d'énergie parce qu'il fait tous ses déplacements à pied ou en transport en commun, en vélo, alors que l'habitant du périurbain de la banlieue, il se déplace tout le temps en voiture et il n'a pas une mobilité durable. Et donc des chercheurs ont montré que, en fait, cette mobilité occasionnelle des périurbains, elle pouvait être compensée par cette mobilité quotidienne, une plus faible mobilité occasionnelle, c'est-à-dire qu'ils vont moins souvent, peut-être en week-end à l'étranger, ils prennent moins souvent l'avion, alors que les gens qui habiteraient en ville-centre, ils prendraient plus l'avion, et donc en fait leur comportement leur comportement peu énergivore, il serait rattrapé par 3 trajets en avion dans l'année pour faire 10 000 km. Oui, donc voilà, c'est très controversé. Il y a des chercheurs qui disent que non, on ne peut pas parler de ça oui, c'est des phénomènes de société qu'on peut observer. Mais donc, dans la mobilité du quotidien, je voudrais revenir sur ce que tu disais, sur les aménagements qu'on peut faire en ville. On a des exemples, en fait. On a des villes dans le monde où il y a déjà des bonnes infrastructures. Exactement, ouais. Moi, j'ai décidé de vous parler de Copenhague, du coup, qui est souvent considérée comme la capitale mondiale du vélo, puisque 63% de ses déplacements quotidiens sont effectués en vélo. Seulement 22% des foyers au sein de la ville possèdent une voiture. Les habitants ont constaté que le vélo était plus rapide et moins cher. Mais voilà, comme tu as dit, la ville bénéficie de toute une infrastructure adaptée. Il y a plus de 1200 km de pistes cyclables sur le Grand Copenhague, des repose-pieds prévus pour que les cyclistes puissent s'arrêter au feu sans avoir à se lever de la selle. Ce qui participe à diminuer la tentation de griller des feux qu'ont parfois certains cyclistes. Quelques-unes des pistes sont équipées de lumières permettant aux cyclistes de se synchroniser avec les feux verts, considérant le fait que devoir sans cesse s'arrêter et puis relancer son vélo, ça demande de l'énergie. Donc en fait, autant d'initiatives donc des politiques pour encourager le vélo, et je pense que les habitants de Copenhague en fait ont choisi le vélo, c'est même plus tellement pour des conditions d'ordre écologique, mais c'est aussi une question de rapidité, de facilité de stationnement. Ouais, tout à fait. Et puis, comme tu le dis, ça dépend aussi d'une certaine volonté politique. Cette pratique du vélo, elle se serait pas forcément manifestée si en amont on n'avait pas eu toutes ces infrastructures qui étaient mises en place. Et en général, comme le disait Florent tout à l'heure, cette pratique entraîne une sorte d'effet boule de neige. Quand une grosse partie des habitants d'une ville utilisent leur vélo quotidiennement, les automobilistes ont plus de facilité à se remettre en question.
Et les élus danois ont rapidement pris conscience des avantages engendrés par le développement du vélo au sein de leur ville. De nombreuses études démontrent la baisse des frais de santé des habitants et aussi la baisse des retards liés au travail. Donc une sorte de cercle vertueux. Et de retour sur le plateau de votre magazine Un Café l'Audition proposé par l'association Evaléco, nous parlions d'écomobilité et notamment des mobilités actives comme le vélo, la marche à pied et tout ce qui s'ensuit. Mais l'écomobilité, ça englobe aussi les transports en commun, non ? Bah, bien sûr, le train, le tramway, le bus, on peut considérer que ça fait partie de l'écomobilité. Alors ça, c'est des transports en commun classiques. On a des offres un petit peu plus originales qui se développent, comme les bus à la demande. Donc c'est des bus qui ont des arrêts prédéfinis et qui vont s'arrêter que si les personnes l'ont demandé préalablement. On a aussi des bus qui adaptent leur trajet en fait aux gens qui veulent monter dans le bus. Donc le trajet est variable, non prédéfini. Et puis on a des entreprises qui mettent à disposition des navettes pour acheminer les salariés jusqu'au lieu de travail. Donc autant de solutions qui correspondraient aux gens qui ne pourraient pas donc se déplacer à pied ou en vélo, donc comme on l'a détaillé dans. Voilà, ça c'est des solutions pour des territoires où on n'a pas les moyens de mettre un bus qui passe toutes les 10 minutes. Il y a pas suffisamment de monde en fait pour faire marcher un bus à haut niveau de service ou voilà. Et donc moi j'ai la question qui tue. Est-ce que le TGV c'est un moyen de transport écologique ? Bon, alors le TGV, c'est un petit peu compliqué, hein. Mais on a quand même la Cour des comptes dans un rapport de 2014 qui annonce que la grande vitesse ferroviaire est un modèle porté au-delà de sa pertinence. Donc, on revient sur 40 ans d'aménagement du territoire, 40 ans de politique des transports qu'on reconsidère. Et donc, on voit que c'est plus un modèle pertinent économiquement et que écologiquement, le bilan, il est aussi à nuancer. Oui, parce que le TGV, certes, ça permet de faire de grandes distances rapidement, mais je pense à toutes ces gares TGV plantées au milieu de nulle part où les gens doivent finalement, avant de faire 1 heure de TGV pour faire à 300 km/h, faire 1 heure de voiture pour se rendre à la gare. Voilà. Et le TGV, c'est les 2 tiers des personnes qui voyagent en TGV, c'est pour des raisons personnelles et 1 tiers seulement pour des raisons professionnelles. Donc on met pas en avant la mobilité nécessaire, on peut dire, et c'est pas la mobilité du quotidien qu'on touche. Donc le mot d'ordre, il change avec ce rapport. La logique évolue. On ne veut pas aller toujours plus vite, toujours plus loin, mais plutôt réfléchir à des moyens plus économes, plus sobres en énergie et privilégier la mobilité de proximité. Voilà, Macron, il a dit la priorité de son quinquennat, c'est la mobilité du quotidien. Et donc la mobilité du quotidien, ça nous concerne tous. Et c'est pour ça qu'on était à la rencontre des habitants de Grasse cette semaine pour leur demander un peu leur avis. J'ai pas le choix. Ouais. Toujours en voiture. J'ai pas le choix d'aller en voiture, ouais. Parce que c'est un endroit inaccessible. C'est Mougins. Okay. J'ai besoin de ma voiture pour travailler, ouais. Ok. Est-ce que vous transportez des équipements? Ouais, voilà, des outils, Si demain vous aviez plus de voiture, comment vous feriez pour aller au boulot? Je me débrouillerais autrement, avec les bus et autre que ma voiture. Ok, donc avec un Mais bus. pour le moment, je l'ai. Bien sûr. Après, on verra. Ouais. Et est-ce que vous aimeriez utiliser un autre moyen de transport ou ça vous convient bien la voiture? Non, la voiture c'est bien. Ouais. C'est autonome. Des pistes cyclables pour tout le monde aussi. Ouais. Avoir ça aussi. Que sur la côte, ça va, mais ici c'est un peu le bordel pour les pistes cyclables, pour les. De la RPI. Quel moyen de transport vous utilisez pour faire ces déplacements? Le bus. J'ai pas de voiture, donc heureusement qu'il y a le bus. Ah ouais. Ça rend bien service. Ça, là-dessus, on est bien servi. Hein. Ça, il y a suffisamment de bus. Il m'arrête pratiquement à la porte, alors on ne peut pas demander mieux. Hein. Et qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui se déplacent en voiture, pour les inciter à prendre le bus? Mais qu'ils fassent un essai, puis ils verront comme quoi c'est pratique. Et puis, en plus, le personnel est très gentil, surtout à Sillage. À 600, beaucoup moins. Mais à Sillage, les chauffeurs et les dames sont très, très gentils. Très serviables, si vous avez besoin de quelque chose, très serviables. Mais oui, parce que quelquefois, les gens critiquent, mais ils n'essayent pas. Essayez, et vous verrez. En plus, les bus sont confortables. Il n'y a rien à dire. Celui qui dit quelque chose, c'est un vieux ronchon. Moi, je suis né à Grasse, ça fait 45 ans que je suis là. Tu te gardes, tu te prends des PV, tu dors mal. Tellement que tu as peur de te prendre des PV, tu dors mal, tu vois. Tu mets un ticket, il a dépassé 10 minutes, ils te mettent un PV. Ça veut dire qu'on travaille pour l'État.
on gagne plus rien, on subit. Et vous déplacez comment? Vous utilisez Moi j'ai la voiture ou des fois je prends le scooter. Ok. C'est la galère. Tous les jours? Tous les jours. Hein. Et tout est payant maintenant. Tu vas aux toilettes, c'est payant. Tu vas de partout, c'est payant. Tout est payant. 50 minutes, 45 minutes le soir. Ouais, parce qu'il y a moins de bouchons. Vous n'avez pas envisagé d'essayer d'autres moyens, le train ou le bus? Mais le train, on n'a pas assez. Ouais. Et le bus, je sais pas, non, le bus, non. J'ai jamais pris le bus, mais je crois que ça met beaucoup plus de temps. Plus de train. Ouais. S'il y aurait plus de train à Grasse, ouais. Le train, ce serait la bonne solution. Ah, il n'y a pas assez de train. Okay. T'en loupes un, faut que t'attendes 3 jours, quoi. En scooter, ouais. Travail, pour le travail. On a environ 15 minutes. Le bus, c'est le 5 et ils sont trop tôt. Ouais. Il est à 6h25, c'est trop loin, c'est à 6 km à peu près. En vélo, trop galère. Surtout en hiver avec la pluie, le froid, et tout, c'est trop galère. Moi, je me déplace tous les jours et je prends le bus. Ok, donc depuis Magagnosc. Depuis Magagnosc, parce que c'est plus facile pour se garer tout simplement quand on est après la Grasse. Est-ce que ça vous arrive aussi d'utiliser votre voiture ou vous avez une voiture? Oui, j'ai une voiture, je la prends pour des choses extérieures, pour aller voir un concert, pour sortir, aller voir la famille, les amis. Okay. Voilà, mais pas pour le déplacement au travail. D'accord. Voilà, pour tout ce qui est autre. Ouais. Voilà. Alors que le car est intéressant, je veux dire, en termes de prix, de tout, voilà. Et je trouve que c'est écologique aussi. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui s'obstinent à prendre leur voiture pour aller au travail, pour qu'ils changent peut-être un peu de comportement, comme vous? Ben, moi, je pense qu'il faut faire du covoiturage. Il faut beaucoup travailler sur le covoiturage. Moi, j'attends le car tous les matins. Je vois passer des tonnes de voitures qui partent toutes pour travailler à 8h, 9h du matin. Les gens sont seuls. Ils vont tous beaucoup sur Sofiage. C'est une éducation, le covoiturage, quoi. C'est écologique, hein, c'est ce que je disais, mais ça fait partie de travailler ensemble à quelque chose de commun. Je veux dire, il y a des bus, c'est pas plus désagréable que la voiture. On prend l'habitude. Le covoiturage, prendre quelqu'un à côté de soi le matin ou le soir, c'est pas gênant non plus. C'est une habitude de solidarité aussi, hein, d'être ensemble, quoi. Hein. Les gens sont très individualistes. Des fois, le bus, il arrive avec 3/4 d'heure de retard, donc c'est pas la panacée non plus tout le temps. Mais c'est vraiment aussi, voilà, c'est se mettre au service de notre ville. Et moi, j'ai appris, moi qui suis très individualiste pour mes déplacements, j'ai appris à être beaucoup plus solidaire en prenant le car, parce que vous voyez les choses d'une façon, il y a un côté sympa, voyager ensemble, vous tissez des liens aussi, voilà, vous n'êtes pas seul dans votre bulle. Moi, il y a des gens que je rencontre tous les jours maintenant, voilà, donc il faut s'ouvrir à des choses comme ça. Et donc voilà les propos recueillis dans les rues de Grasse mardi dernier auprès des habitants sur leurs moyens de déplacement. Justement, cette dame qu'on entendait à la fin nous parlait du covoiturage, donc une alternative au transport en commun et à la mobilité active pour se déplacer pour les personnes qui seraient éloignées de tous ces réseaux. On connaît tous Blablacar, donc l'offre de covoiturage au niveau européen, donc majoritairement sur des trajets de longue distance. Il y a des initiatives plus locales, donc déjà au-delà du covoiturage qu'on peut faire entre voisins, entre collègues, donc toutes des choses assez faciles à mettre en place. On a une société coopérative et participative qui s'appelle City, qui est à Sofia Antipolis. Et avec nous, pour en parler ce soir au téléphone, Arnaud Delcas. Bonjour. Bonsoir Arnaud. Alors vous, qu'est-ce que vous faites à City pour le covoiturage? Alors nous autour de la mobilité au sens large, puisqu'on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui s'intéresse à ce sujet, on est parti de deux constats sur les déplacements du quotidien, déjà qu'ils se font, mais c'était déjà ce que vous évoquiez auparavant, en général seul dans sa voiture personnelle. Ça a des impacts environnementaux, ça a aussi des impacts sociaux, puisqu'il y a 50% de personnes en insertion qui refusent des emplois à cause de problèmes liés au déplacement. Donc nous, par le covoiturage, on a voulu répondre à ces enjeux-là. Et donc on a développé une application qui s'appelle Ridigo. Et l'idée de Ridigo, c'est déjà de développer les covoiturages sur les trajets du quotidien, et notamment autour de l'enjeu de flexibilité, parce que souvent les gens ne veulent pas covoiturer, parce que le matin, par exemple, on ne sait pas forcément à quelle heure on va partir le soir. Et donc, dans l'application, on a voulu vraiment répondre à cet enjeu-là en permettant de prévoir ces déplacements même au dernier moment. Pardon. D'accord. Et sur le deuxième enjeu, pardon, oui. Oui, non, justement, le deuxième enjeu, vous alliez en parler. Sur le deuxième enjeu lié aux enjeux de solidarité, en fait, on a un modèle économique qui permet d'accompagner des personnes en situation de précarité pour leur permettre de se déplacer gratuitement avec notre service de covoiturage. Et on travaille par exemple avec Pôle emploi, la direction régionale de Pôle emploi en PACA,
ou avec des plans locaux d'insertion pour identifier ces personnes-là et leur permettre de se déplacer gratuitement avec notre service de covoiturage. Et en fait, c'est une redistribution d'une partie des revenus qu'on génère qui permet d'avoir cet accompagnement. D'accord. Donc encore une initiative. On travaille avec des entreprises pour développer le covoiturage. Par exemple, sur les trajets domicile-travail, on a des solutions dédiées pour les entreprises à travers notamment des chèques covoiturage qui permettent un peu comme pour les transports en commun ou ce qu'il est possible de faire avec l'indemnité kilométrique vélo, donc de financer les trajets en covoiturage des salariés, donc de développer le covoiturage sur ce type de trajet-là. Très bien, merci Arnaud de nous avoir présenté donc ces initiatives de la société coopérative et participative City. Donc l'application, elle s'appelle Ridio. Je vous invite à aller voir ce que c'est sur internet. Justement, en parlant de covoiturage, j'ai lu dans la presse spécialisée que le futur du covoiturage, c'était la voiture autonome, parce que ce serait une voiture qui pourrait se remplir au gré des demandes des utilisateurs. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi il s'agit, Nicolas ? Oui, alors en fait, il s'agit d'un véhicule automobile apte à rouler sur route ouverte sans intervention d'un conducteur. Le but à terme est de développer un véhicule pouvant circuler en toute situation dans le trafic réel sur la voie publique sans intervention humaine. Mais alors, est-ce que ça te paraît être un peu le futur de nos déplacements pour réduire les... Honnêtement, je suis pas complètement convaincu. Je pense qu'il y a quand même certaines limites à la voiture autonome. Déjà, il y a un problème que je constate avec l'usage de la voiture au quotidien, c'est que c'est quelque chose qui nécessite des infrastructures énormes. C'est des kilomètres et des kilomètres de goudron partout. C'est des parkings, parce qu'une voiture, ça prend de la place et il faut la garer même quand elle sert pas, elle prend de la place. Et finalement, même avec les voitures autonomes, ça va peut-être permettre de réduire un petit peu le nombre de véhicules en circulation, mais ça règle pas complètement le problème de toutes ces infrastructures qui créent une sorte de pollution de l'espace. Oui, en fait, c'est un peu une solution de technophile pour résoudre un problème qu'on connaît d'embouteillage, de pollution, mais ça remet pas vraiment en question la place. Après, justement, si on a un usage collectif de la voiture autonome, on peut imaginer qu'on n'ait plus besoin véritablement de parking dans les villes. C'est-à-dire que la voiture, elle sera tout le temps en mouvement. Et quand elle a besoin d'aller se recharger, on aura toujours des poches urbaines qui serviront pour charger les voitures électriques. Mais on peut imaginer réduire considérablement l'espace qui est dédié à la voiture en ville. Si la voiture autonome est destinée uniquement à un usage collectif, je pense que ça se rapprochera finalement de certains transports en commun qu'on connaît, et ça permettrait pas forcément de faire des déplacements rapides. Et je pense que certaines personnes ne seront pas forcément prêtes à faire ce genre de concessions. Puis il y a un effet parc en fait aussi à prendre en compte, c'est que le temps que suffisamment de voitures autonomes qui sont bourrées de capteurs coûteux, etc., soient en circulation dans nos villes, on a d'autres solutions plus faciles à mettre en œuvre. Oui et non, la voiture autonome, elle est déjà en circulation aux États-Unis. On a des voitures où la personne a un volant, certes devant elle pour reprendre la main en cas de problème, mais elle n'y touche pas. Mais est-ce qu'on a déjà ce système de partage, donc des voitures individuelles finalement. Le système de partage, il est à penser, et voilà, c'est des voitures autonomes, mais pour des particuliers. Mais on voit bien qu'en fait, dans toutes ces questions, ce qui est pas trop remis en question dans la voiture autonome, c'est en fait la place de la bagnole, de la voiture dans nos vies, en fait, en ville, quand on voit la place que ça prend par rapport à un vélo, par exemple. Oui, et là, je vais revenir sur l'exemple de Copenhague. En fait, la question que doivent se poser nos élus, c'est, en fait, on doit changer le paradigme. On doit arrêter de penser combien de voitures vont traverser par heure cet axe. On doit se demander combien de gens vont traverser cet axe. On voit que la voiture, on peut, si on a une voie de circulation, c'est environ 1500 personnes par heure. Les vélos, c'est 7500, c'est 5 fois plus. La marche, c'est 6 fois plus que la voiture. Et transport en commun, c'est 16 fois plus. Donc en fait, il faut penser la ville pour déplacer des gens et pas pour déplacer des voitures. Oui, et en plus donc de ces considérations écologiques que nous défendons à Evaleco, si on repensait une ville où il n'y avait plus de voitures, ce serait en fait finalement une ville beaucoup plus fluide. Donc l'argument de rapidité, de facilité de la voiture aurait plus trop lieu. Là, ce que vous allez voir, c'est ce qu'on a entendu dans le micro-trottoir. La voiture, on ne peut pas le renier, c'est le déplacement qui a le plus de confort. Il n'y a pas d'intempéries, on est assis, on sort de chez soi, on rentre dans sa voiture, on sort de sa voiture, on va à son travail. Mais c'est ça qu'il faut arriver à contrer.
Parce que tous ces avantages qu'ont la voiture font que les gens ne vont pas faire l'effort, comme l'a dit le monsieur très bien, de choisir un autre moyen de transport. Alors, si on offre des possibilités, si on offre des meilleurs transports en commun, si on offre des transports en commun où il y a un bus qui passe toutes les 10 minutes, alors on a la même qualité de service que quelqu'un qui va prendre sa voiture. Si on a un bus qui passe toutes les 30 minutes, là c'est sûr, la personne se dira, si je rate mon bus, je vais rater mon rendez-vous, je vais pas pouvoir être à l'heure. Si on a des bus qui arrivent toutes les 10 minutes, là on va pouvoir avoir un système de mobilité où les gens vont se dire, en fait en prenant le bus, j'ai pas besoin de me garer, j'ai pas besoin de payer le parking, j'arrive à destination facilement et je sais que si je rate mon bus, 5, 6, 7, 8 minutes après, j'aurai un autre bus. Oui, c'est le fameux effet boule de neige dont parlait Nicolas. Et en plus, c'est quelque chose qu'on peut déjà observer en France, en fait. Je sais qu'à Paris, les gens prennent beaucoup les transports en commun. Dans les Alpes-Maritimes, c'est déjà beaucoup moins le cas. Pourquoi ? Parce qu'à Paris, des bus et les métros sont performants. Dans les Alpes-Maritimes, les gens vont toujours devoir s'adapter au transport et c'est ça, pas vraiment le transport qui va s'adapter. Puis la question de la densité urbaine aussi, qui est pas du tout la même, mais du coup, c'est forcément beaucoup plus difficile de mettre en place des transports en commun efficaces quand les maisons sont un peu éparpillées partout que dans des villes denses. Mais par contre, moi je pense que tendre vers une ville sans voiture, c'est pas souhaitable. Il y aura toujours des voitures. Ce sera peut-être plus des voitures propriété, la propriété privée, mais il y aura toujours des voitures. Un peu sur le modèle. On peut pas faire en sorte que tout le monde se déplace avec un bus. C'est pas possible. Mais d'ailleurs, si vous regardez Amsterdam ou Copenhague, il reste environ 20, 25, 30% de déplacements faits en voiture. Et les gens qui se déplacent en voiture, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Donc il peut y avoir effectivement des professionnels, il peut y avoir des personnes à mobilité réduite, il peut y avoir des personnes qui ont 3 enfants à transporter. C'est souvent des arguments qu'on entend contre le vélo. C'est le fameux exemple de l'armoire normande. Comment vous faites quand vous avez une armoire normande à transporter ? Alors en fait, nous, quand on encourage les citoyens à se mettre au vélo, on veut pas que 100% des gens fassent du vélo. On sait très bien que c'est pas possible. Mais aujourd'hui, il y a eu des études qui l'ont montré, il y a environ 60% des gens dans la population qui sont capables de faire du vélo, qui ne le font pas par manque d'infrastructure. Et c'est vers ça qu'il faut tendre en fait. C'est comment on met ces 60%-là, comment on leur offre la possibilité de se déplacer autrement qu'en voiture. Et puis ici, dans l'ouest des Alpes-Maritimes, dans ce passage à l'action, donc on veut que les gens se réfléchissent plus à leur mobilité. Il y a un intérêt réel à chercher une solution adaptée au territoire. Donc tu l'as dit, les vélos électriques, ce serait la bonne solution. Évidemment, couplé à tout un développement d'infrastructures, d'urbanisme et de transport. Voilà. Est-ce que vous avez un petit mot à rajouter ou... Alors sur les vélos électriques, il faut noter quand même qu'il y a la mairie de Cannes qui offre une aide à l'achat pour les Cannois, de l'aide à l'achat de vélos à assistance électrique. Et il y a la communauté d'agglomération du Pays de Grasse qui va mettre en place des systèmes de vélos à assistance électrique en location qui vont être au pôle multimodal au niveau de la gare de Grasse, justement pour faire essayer les vélos à assistance électrique et pour que les gens se rendent compte à quel point c'est simple de se déplacer aujourd'hui à vélo, même avec le peu d'infrastructures qu'on a, à vélo assistance électrique. Moi, par exemple, je fais Montsartou-Sophia Antipolis. Quand je le fais en voiture aux horaires de bureau, je mets 40 minutes pour y aller. Quand je le fais avec un vélo assistance électrique, je mets 25 minutes. Donc je gagne un quart d'heure matin, un quart d'heure le soir pour faire le même trajet. Et donc autant d'initiatives qui méritent d'être suivies. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. On va devoir finir. Cette émission vous était proposée par l'association Evaleco, association de promotion du développement durable et de la transition écologique, située 23 route de la Marie-Garde à Grasse, juste en dessous de la gare SNCF. Donc vous pouvez venir en vélo, en bus, en train. Vous avez des ateliers à Evaleco tous les mercredis à la programmation, la fabrication numérique et la modélisation 3D, ainsi que des ateliers potagers participatifs à partir de 14h. Venez nous y voir. Quant à l'association Choisir, ils sont ouverts dans leur atelier participatif tous les mercredis et jeudis de 14h à 19h. Vous pouvez venir y faire réparer leur vélo et vous pouvez bien sûr aller sur leur site asso-choisir.org. Merci à vous de nous avoir suivis sur Un Café Vélo Audition et bonne soirée. Et merci à Agora Côte d'Azur.